donc actuellement, bien que ses fonctions à la Bibliothèque nationale de France la prennent beaucoup, elle a accepté de nous présenter les résultats de ses recherches les plus récentes ce soir, et je leur remercie beaucoup. Tout d'abord, je voulais remercier Madame Berge de m'avoir invitée ce soir. Et je voulais commencer par préciser que c'est... vous entendez pas? C'est mieux là? Oui, c'est quand j'étais élève à l'école des Chartes en 98 que j'ai commencé à m'intéresser au couvent des Mathurins. Et en fait, je me suis intéressée à ce sujet en empruntant en quelque sorte une porte détournée, puisque mon intérêt portait en fait à l'origine sur les graveurs et les éditeurs d'estampes parisiens du XVIIe siècle, qui étaient à cette époque-là installés pour la plupart rue Saint-Jacques et alentours. Et comme je voulais m'intéresser à ce milieu avec une approche globale et pas forcément en faisant une biographie ou en faisant l'histoire d'une famille, Monsieur Maxime Préau, qui a dirigé mes recherches à l'époque et qui est conservateur en chef au département des estampes de la BNF, m'a conseillé de m'intéresser au couvent des Mathurins, qui était installé en plein cœur du quartier des Graveurs, et de m'intéresser aux relations de ce couvent avec les habitants du quartier Saint-Jacques. L'image que j'avais du couvent quand j'ai commencé ma thèse d'école des Chartes ressemble un peu à ce que vous voyez sur ce dessin qui date du XIXe siècle. J'imaginais un couvent immergé dans l'atmosphère intellectuelle du quartier et dans cette ambiance particulière qui était liée à la présence des marchands de livres et des marchands d'estampes. Un couvent où l'image avait sans doute sa place dès la porte de l'église, une place particulière et prépondérante. En fait, les conclusions de ma thèse ont montré que je n'avais pas tout à fait tort, même si les choses n'étaient pas aussi simples. Ce qu'on peut dire sur le couvent des Mathurins, c'est tout d'abord qu'il appartenait à un ordre, l'ordre des Trinitaires, dont la mission, la rédemption des captifs qui étaient retenus esclaves en Afrique du Nord, est ressentie avec moins d'acuité dans nos régions que par exemple à Marseille ou en Espagne. De plus, cet ordre n'était pas le seul à vivre de cette mission, puisqu'il était concurrent de l'ordre de la Merci, qui est en tout cas aujourd'hui plus connu. L'ordre des Trinitaires n'a pas disparu, il a peu à peu... Oui, pardon. Donc l'ordre des Trinitaires n'a pas disparu, il existe encore aujourd'hui. Et il y a quelques couvents en France, notamment à Marseille, et également en Espagne. Les trinitaires français et espagnols sont relativement actifs quant à la diffusion de l'histoire de leur ordre. Et quand j'ai réalisé ma thèse d'école des Chartes, j'ai pu m'appuyer sur leurs travaux, notamment ceux du père Strobant de Marseille, et les travaux de Madame Grimaldi-Hierolz, qui est une sympathisante de l'ordre des Trinitaires. J'ai pu également m'appuyer sur l'ouvrage du début du siècle d'un autre chartiste, Paul Deslandres, qui avait tracé à grands traits l'histoire de l'ordre. Pour être tout à fait complète, je dois préciser qu'à peu près au même moment où je soutenais ma thèse d'école des Chartes, Monsieur Jean-Luc Liez a soutenu une thèse d'histoire de l'art sur l'iconographie des Trinitaires en 2000. Et j'ai ensuite rencontré un jeune historien, Erwan Le Fur, qui travaillait également sur les Trinitaires. Donc l'histoire de cet ordre est quelque peu confidentielle, mais pas inexistante. À Paris, les Trinitaires étaient installés à l'angle de la rue Saint-Jacques et de la rue qui portait leur nom, la rue des Mathurins. Donc je vous propose ici deux plans. Le plan ancien du milieu du XVIIIe siècle, où on voit le couvent des Mathurins qui apparaît ici. La rue Saint-Jacques est ici. Et ici, c'était la rue des Mathurins. Je vous propose également, mais il est peut-être un peu petit pour que vous puissiez le voir du fond de la salle, j'en suis désolée, le plan actuel du quartier, où on voit qu'en fait, le percement du boulevard Saint-Germain et de la rue de Cluny, la rue Saint-Jacques étant ici, ont procédé à la démolition du couvent des Mathurins. Donc la rue du Foin, qui bordait le couvent, a disparu. La rue des Mathurins a été détournée vers le sud, et à l'ancien emplacement du cloître passe la rue de Cluny.
Alors que du couvent, il ne reste aujourd'hui qu'une des arcades du cloître, les Mathurins nous ont laissé beaucoup plus que cela, et en particulier les généraux de l'ordre au XVIIe siècle, qui résidaient justement dans ce couvent parisien, travaillèrent à asseoir sa notoriété et son influence en utilisant pour principale arme l'image. En cherchant à mettre au jour les images gravées qui révélaient les relations entre ces religieux parisiens et les graveurs qui habitaient leur quartier, j'ai découvert autre chose qu'un témoignage d'un voisinage de bonne aloi. La mise en place d'une véritable politique de propagande, soigneusement orientée et s'appuyant largement sur l'image. Je vous propose de commencer par un rapide historique de l'ordre qui nous permettra de poser les lieux et les personnages. Les liens entre l'histoire des Trinitaires et Paris commencent dès les origines de l'ordre, puisque le fondateur, Saint Jean de Matha, que vous voyez sur cette estampe, y reçut la révélation qui l'amena à fonder l'ordre des Trinitaires. Jean de Matha a été docteur en théologie de la Sorbonne, dignité qui lui vaudra d'être constamment assimilé à un personnage savant, représenté avec un livre ouvert et le bonnet de docteur. Titulaire d'une chaire, il aurait rédigé de nombreux écrits. Il a fut également ordonné prêtre dans cette ville, et lors de son ordination, il est dit qu'une colonne de feu jaillit au-dessus de sa tête, semblant le désigner pour une mission divine à venir. Puis, lorsqu'il prononça sa première messe dans la chapelle de l'évêque de Paris à l'abbaye de Saint-Victor, il reçut la vision fondatrice de l'ordre. C'est la scène que vous voyez représentée ici. La vision fondatrice de l'ordre, c'est donc un ange qui faisait, avec ses bras croisés, le geste d'échanger deux captifs, l'un chrétien et l'autre mort. Jean de Matha comprit ainsi à quel destin Dieu voulait l'appeler. Il devait fonder un ordre qui ne serait pas un ordre militaire et qui se dévouerait entièrement au rachat des chrétiens captifs en Barbarie. Après cette révélation, Jean de Matha serait parti aussitôt pour le Levant, ramenant deux captifs, dont l'un d'eux, Roger, lui aurait fait don d'un lieu nommé Cerfroy. C'est là qu'il va fonder le premier couvent de l'ordre trinitaire. Donc le premier couvent de l'ordre n'est pas parisien. Mais la fondation d'un couvent à Paris fut sans doute une des priorités du jeune ordre, dont l'expansion avait déjà commencé à Rome et en Espagne sous les auspices de Saint Jean de Matha lui-même. La fondation du couvent des Mathurins fut postérieure à celle du couvent de Cerfroy, mais elle survint dans les premières années du XIIIe siècle, probablement vers 1229. Dans un acte daté de 1230, les religieux trinitaires réunis en chapitre général acceptent la donation du couvent Saint-Mathurin à Paris et remercient Guillaume d'Auvergne, l'évêque de Paris, pour cette donation. Celui-ci aurait fait don aux trinitaires d'un hôpital situé rue des Thermes, dans un autre acte daté de 1229. L'hôpital donné aux trinitaires portait le nom de Saint-Benoît, et il s'y trouvait une chapelle où reposaient les reliques de Saint-Mathurin, d'où le nom de Saint-Mathurin qui est toujours resté à cette église. Les bâtiments étaient, paraît-il, dans un état déplorable et des travaux furent immédiatement entrepris. Le cloître fut achevé en 1291 et l'église commençait vers le milieu du XIVe siècle. Ces améliorations avaient été rendues possibles par le soutien et l'aide financière de donateurs enthousiasmés par la mission de rédemption des captifs. Le couvent des Mathurins avait dès son origine de nombreux atouts pour affirmer sa prépondérance. Son emplacement, qu'il intégrait dans une tradition directement issue du fondateur Jean de Matha, et la générosité de plusieurs bienfaiteurs. Mais il n'était pas encore le premier couvent de l'ordre, et il ressentait la concurrence de deux autres couvents, Cerfroy, la maison fondatrice, et le couvent de Fontainebleau qui faisait l'objet des faveurs royales. Cependant, vers le XVe siècle, le couvent des Mathurins commença à s'affirmer comme la tête de l'ordre. En 1421, pour la première fois, le chapitre se tint aux Mathurins, au lieu de Cerfroy. Vers 1460, le ministre général de l'ordre, Raoul du Vivier, quitte Cerfroy pour devenir ministre des Mathurins, et la fonction entre les deux charges de ministre du couvent des Mathurins et de ministre général s'opère. Enfin, des personnages remarquables font entrer le couvent dans l'histoire de France par d'autres voies que la seule rédemption des captifs. On peut citer Robert Gaguin, auteur de nombreux ouvrages, ami de Guillaume Fichet qui avait contribué à implanter l'imprimerie à Paris, doyen de la faculté de décret en 1483 et ambassadeur à plusieurs reprises de Louis XI et de Charles VIII. Robert Gaguin est aussi le premier historien de l'ordre des Trinitaires.
Cependant, ce n'est qu'avec le long ministériat du général Louis Petit, que vous pouvez voir sur ce portrait, que le couvent des Mathurins atteignit son apogée au XVIIe siècle. Ce personnage, aussi important que contesté dans l'histoire de l'ordre, résidait au couvent des Mathurins, dont il était aussi le ministre. Et l'histoire du couvent est indissociable de celle de cet homme ambitieux et remarquable. Louis Petit était né à Coulommiers en 1584. On ignore presque tout de sa vie. On sait qu'il a été étudié en Espagne à Saragosse et qu'il est certainement devenu ministre du couvent des Mathurins vers 1610. 2 ans après, son oncle, qui était ministre général de l'ordre, lui cède sa place et il est à son tour élu en 1612 ministre général de l'ordre des Trinitaires. Il eut le ministériat le plus long de l'histoire de l'ordre. Il fut un homme d'action et à peine élu, il se lança dans plusieurs entreprises destinées à restaurer la splendeur et la gloire du couvent des Mathurins. En fait, il s'agissait en particulier de lutter contre la réforme de l'ordre qui montrait un inquiétant succès, en particulier dans le sud de la France. Ainsi, lorsque les trinitaires réformés voulurent établir un couvent à Paris dans le Marais sans avoir demandé son autorisation au général, la réaction de Louis Petit fut vive et l'affaire se traita en faveur du général devant le Parlement en 1617. La querelle s'est installée aussi dans le domaine de l'imprimé. Le parti de Louis Petit était soutenu par la plume d'hommes de son couvent. Il cherchait à réaffirmer la spiritualité des anciens trinitaires et leur légitimité. Un certain nombre d'ouvrages purement polémiques ont été rédigés pour la défense des trinitaires anciens en la personne de leur général. Enfin, le père Louis Petit parvint à renouveler l'image culturelle de l'ordre en multipliant le recours aux images peintes ou gravées. Louis Petit était très attaché à l'impression très forte que pouvaient faire les images sur le public et il s'était intéressé à leur utilisation dès 1606. L'image que je vous présente ici est une allégorie commune de l'ordre des Trinitaires. On y voit, dans la partie basse, les 2 fondateurs, Jean de Matha et Félix de Valois, avec un cerf qui a une croix entre les bois. Et au-dessus, l'ange qui fait le geste d'échanger les 2 captifs, morts et chrétiens. Et enfin, dans la partie haute, la Trinité. Il paraîtrait que c'est Louis Petit lui-même qui serait à l'origine de cette allégorie par une gravure qu'il aurait lui-même gravée en 1606. Une fois ministre des Mathurins, Louis Petit entreprit de renouveler le message iconographique donné dans l'église du couvent par les images. Le général parvint à imposer un modèle iconographique unique en diffusant des gravures qu'il avait commandées à un peintre flamand, Théodore van Tulden, mais j'y reviendrai un petit peu plus loin. Le général souhaita aussi mettre son image personnelle en valeur comme réponse aux contestations multiples dont il faisait l'objet. On connaît en tout 7 portraits gravés de Louis Petit. Enfin, les importants travaux entrepris dans le couvent par Louis Petit contribuèrent à forger sa notoriété dans Paris afin d'emporter les suffrages des fidèles parisiens. Louis Petit aurait dépensé 100 000 livres en travaux pour le couvent et on lui a reproché de gaspiller les deniers qui auraient dû servir à racheter des captifs. Je vais vous présenter maintenant l'église des Mathurins telle qu'elle se présentait à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe. J'ai choisi cette image du plan Turgot, donc de 1730, parce que c'est une des images où on voit le mieux à la fois l'église des Mathurins située ici et les bâtiments conventuels. L'église des Mathurins était en fait devenue assez remarquable à cette époque-là, grâce à tous les travaux qui avaient été faits par Louis Petit et par son successeur Pierre Mercier. En général, les auteurs qui ont décrit les monuments de Paris au XVIIIe siècle ont évoqué les pièces les plus remarquables de l'église des Mathurins, en particulier les tableaux de Van Tulden et le maître-autel. L'église à la fin du XVIIe siècle devait donc présenter un aspect assez hétéroclite dû aux nombreuses transformations qu'elle avait subies depuis sa fondation. Il y avait 5 chapelles de tailles différentes au nord et autant au sud. Dans l'ensemble, elle présentait un style flamboyant, caractéristique de la fin du XVe siècle. La façade comportait un œil de bœuf qui éclairait la nef et la grande baie du chevet était revêtue de vitraux. L'entreprise de travaux importants voulue par le père Louis Petit fut précipitée par un accident de feu
survenu dans la nuit du 14 juin 1610 à la suite d'un violent orage, la foudre ayant frappé le couvent. Louis Petit fit alors achever la voûte et le pignon de l'église. Il n'oublia pas d'y faire apposer ses armes. Le portail originel avait été détruit au début du XVIIe siècle lors de travaux d'élargissement de la rue Saint-Jacques. Cet accès fut alors remplacé par une porte de style classique donnant sur la rue des Mathurins, percée en 1613 sous les ordres de Louis Petit. Elle était ornée d'un grand bas-relief de marbre noir, figurant Jésus-Christ, les apôtres et le groupe de l'ange avec les captifs. Le fronton représentait la Sainte Trinité en gloire. C'est seulement en 1729 que l'entrée de l'église se fit à nouveau par la rue Saint-Jacques, et on appliqua sur la façade de l'église un portail classique à 4 pilastres doriques, dont l'architecture était due à Joubert et les sculptures à Lepôtre. Mais plus marquant encore que cette architecture extérieure furent les aménagements intérieurs de l'église. Louis Petit fit ainsi réaliser, pour décorer les stalles de l'église, du chœur, 19 toiles par un jeune maître flamand, Théodore van Toulden. Ces 19 toiles représentaient des épisodes de la vie des fondateurs de l'ordre, Jean de Matha et Félix de Valois. Ces toiles ont quasiment toutes disparu. Je vous montre une photo qui est une des toiles qui a survécu aux destructions et qui est conservée dans une collection particulière. Il est curieux d'observer que ces toiles avaient une iconographie spécifiquement trinitaire, mais sans qu'il s'y trouve aucune évocation du couvent des Mathurins lui-même. Les Mathurins, à travers ces toiles, se posaient en centre symbolique de tout l'ordre de la Trinité. En 1634, Louis Petit demanda à Van Toulden de graver lui-même une série d'estampes correspondant à ces tableaux. C'est la Revelatio Ordinis Sanctissimae Trinitatis, un recueil gravé qui comportait 24 planches. En outre, l'église était décorée de toiles de Van Toulden qui n'appartenaient pas à cette fameuse suite. Beaucoup d'auteurs mentionnent le martyre de Sainte-Barbe, réalisé pour la confrérie des Pommiers, comme la meilleure œuvre de la main de Van Toulden figurant dans le couvent. Ce tableau est aujourd'hui conservé au musée des Beaux-Arts de Dijon. Louis Petit commanda également plusieurs travaux de sculpture pour l'église, en particulier le maître-autel et le jubé, qui se démarquaient tant par leur architecture que par le choix de matériaux riches et précieux. L'autel nous est connu par une gravure de Théodore van Toulden et par les descriptions des historiens de Paris. La partie centrale, en prolongation de l'autel lui-même, formait un grand retable dont le tableau central était entouré de 4 colonnes. Les historiens qui ont décrit l'autel au XVIIIe siècle n'ont jamais manqué de souligner que ces colonnes, qu'on peut voir ici sur la gravure, étaient faites d'un marbre rare nommé brocatel, mêlé de petites nuances de couleurs, Isabelle, jaune, rouge, pâle et gris. Je cite les descriptions du XVIIIe siècle. C'est probablement vers 1550, sous le ministériat de Nicolas Meunier, qu'une donation de Yolande Bonhomme, veuve de l'imprimeur Tilman Kerver, permit de décorer le maître-autel de ces 4 superbes colonnes. Une anecdote contée par Sauval dit que Richelieu les aurait trouvées si belles qu'il aurait voulu les acheter pour sa chapelle de la Sorbonne, allant jusqu'à en offrir 20 000 écus et de mettre d'autres colonnes de marbre en la place. Les colonnes portaient les armes des Mathurins et celles du père Louis Petit. Dans la partie haute se dressait une sculpture de l'ange en habit de trinitaire, tenant dans chaque main les chaînes qui reliaient les 2 captifs. Le retable était orné d'un grand tableau que l'on changeait suivant le calendrier liturgique. Les toiles étaient également de Théodore van Toulden et représentaient la Nativité, la Résurrection, la Pentecôte, l'Assomption et la Trinité. De part et d'autre de ce premier ensemble se trouvaient 2 autels plus petits qui étaient à l'usage des confréries. Les tableaux de ces 2 autels représentaient Saint Charlemagne et Saint Jean l'Évangéliste et avaient été commandés à Claude Vignon en 1646 ou 1647. Le jubé destiné à séparer le chœur de l'église attira bien moins l'attention. Il fut commandé au sculpteur Simon Guillain par un marché passé devant notaire le 17 août 1629, donnant une description assez précise de l'ouvrage à réaliser. Mais au XVIIIe siècle, cet ouvrage n'existait déjà plus. Les choix de Louis Petit avaient ainsi contribué à modifier considérablement l'aspect du couvent et de l'église, faisant des Mathurins un lieu remarquable dans le quartier.
Le général s'était beaucoup intéressé au rôle des images dans la spiritualité catholique, et il mit ses idées en pratique, tant dans le domaine du livre et de l'estampe que dans celui de la décoration de l'église et du couvent. Certes, le couvent des Mathurins ne fut pas une exception. Bien d'autres églises parisiennes connurent de semblables entreprises de décoration. Mais on peut dire que grâce au dynamisme de Louis Petit, le couvent des Mathurins fut un des plus précoces à connaître un tel renouveau. Le travail effectué par Louis Petit sur l'image de son couvent ne s'arrêtait pas à la porte de l'église. Et l'un des éléments de visibilité particulièrement intéressants de son ministériat est l'image de la rédemption des captifs. La rédemption des captifs était la raison d'être de l'ordre, qui, suivant sa règle, devait y consacrer au moins un tiers de ses revenus. Pourtant, l'œuvre de rédemption connut un temps d'arrêt entre le milieu du XVIe siècle et les années 1630. L'importance aux yeux de la monarchie du rachat des captifs, pour la plupart des gens de mer dont la marine de Richelieu avait grand besoin, ainsi qu'une rivalité accrue avec l'ordre de la Merci, installé à Paris depuis 1613, poussèrent Louis Petit à favoriser la reprise de l'œuvre rédemptrice. Comme à son accoutumée, Louis Petit ne se contenta pas de mener une action dans ce domaine. Il veilla à ce qu'elle soit augmentée de la propagande d'écrits et d'images sur laquelle il travaillait déjà pour le couvent des Mathurins. Le père Pierre Dain, qui participa à l'expédition de rachat à Alger en 1634, la relata dans son Histoire de Barbarie et de ses corsaires. Donc vous voyez ici le frontispice de la première édition qui date de 1637. Pierre Dain était un proche de Louis Petit. Le cérémonial organisé autour du retour en France des captifs rachetés fut une véritable mise en scène, dépourvue de toute crédibilité, destinée à frapper les esprits et inspirer, curieusement, des représentations imaginées par Théodore Van Toulden à une époque même où la rédemption des captifs était en désuétude. Voici une image, elle est un peu mauvaise, j'en suis désolée, qui est tirée de la version hollandaise de l'ouvrage du père Dain. On y voit la procession de retour des captifs, dans laquelle, au premier plan, sont mises en scène les captifs eux-mêmes, avec des enfants habillés en anges qui les tiennent enchaînés, de façon à rendre visuelle l'image qui était l'allégorie principale de l'ordre à cette époque. Les captifs, qu'on présentait ainsi barbe au visage, chaîne à l'épaule, multiplièrent les processions sur le chemin du retour, en particulier dans le sud de la France, où la réforme trinitaire était la plus menaçante. Sans aucun doute, Louis Petit était-il particulièrement jaloux du prestige lié à ces processions, puisqu'il en fit inscrire le récit par son notaire dès le lendemain de l'arrivée des captifs à Paris. Un opuscule relatant en détail l'itinéraire des processions et leur mise en scène fut également publié dès 1635, en attendant l'ouvrage du père Dain qui arrivera 2 ans plus tard. Les confréries jouaient également un rôle important et il existait une confrérie de la Sainte Trinité pour la rédemption des captifs, qui aidait les trinitaires en mettant en valeur leur œuvre de rédemption. Cette confrérie constituait le tiers-ordre et faisait partie intégrante de la vie des trinitaires. Elle accueillait toute personne, homme ou femme, désireuse de devenir confrère et formait un lien essentiel entre les religieux et les fidèles. Elle était pour les religieux un moyen de se faire connaître et d'obtenir des aumônes. Les confréries étaient également les importantes commanditaires d'estampes spécifiques qui avaient un caractère utilitaire mais guère précieux, ce qui explique que nous en ayons conservé si peu aujourd'hui. Les placards d'indulgence comme celui que vous pouvez voir ici étaient accordés aux confréries et donnaient lieu à l'impression de documents qui étaient à la fois typographiques et à la fois composés d'images. Ce placard a été gravé par le doyen sans doute vers le milieu du XVIIe siècle, période à laquelle ce graveur travaille rue Saint-Jacques. Les confrères avaient choisi de faire représenter une scène de rachat de captifs dans la partie centrale, encadrée de plusieurs vignettes qui représentaient le martyre de religieux de l'ordre et les supplices subis par les chrétiens captifs en Barbarie. Ce choix iconographique montre bien le rôle de la confrérie, qui était d'aider les trinitaires dans leur mission de rachat et de participer au soulagement des captifs.
Le musée Carnavalet conserve une autre estampe de cette confrérie gravée par un autre graveur nommé Ouriez et qui propose les mêmes thèmes iconographiques. Les autres confréries, abritées par l'église des Mathurins, jouaient elles aussi un rôle important si l'on en croit leur place dans l'église et la richesse des ornements qui leur étaient dédiés. Les deux confréries des suppôts de l'université, celle de Saint-Jean l'Évangéliste et celle de Saint-Charlemagne pour les messagers de l'université, étaient hébergées aux Mathurins, s'inscrivant dans la tradition importante des relations entre le couvent et l'université. En effet, les Mathurins avaient abrité en leurs murs la halle au parchemin jusqu'en 1586. Ils abritaient toujours les assemblées de l'université et servaient de point de départ pour les processions. On y soutenait des thèses, nombre de religieux suivaient les cours de théologie ou de décret, et ils recevaient même, pour les loger, des étudiants venus de province. On peut comprendre la place importante de ces deux confréries liées à l'université dans l'Église, puisqu'elles avaient leurs autels de part et d'autre du retable principal. Ces confréries avaient souvent des moyens financiers importants, aussi les religieux les sollicitaient-ils parfois pour aider à entretenir l'Église, par exemple. La confrérie de Saint-Jean l'Évangéliste, dont j'ai déjà parlé, dont on peut consulter les comptes au département des manuscrits de la BNF, investissait des fonds importants dans les ornements, tant peintures, sculptures pour leur autel, que de riches tissus pour vêtir les confrères ou pour parer leur chapelle. Ils faisaient également fabriquer de belles pièces d'orfèvrerie. En 1635, ils achetèrent une croix d'argent pour 276 livres tournois. Je n'ai malheureusement pas pu retrouver de traces de commandes d'estampes de la part de cette confrérie. Parmi les confréries logées aux Mathurins, il faut compter aussi celle de Sainte-Barbe pour les pommiers et celle de Saint-Nicolas pour les huiliers et chandeliers. Elles payaient une sorte de loyer aux Mathurins et payaient également les religieux de l'ordre pour les messes qu'ils disaient pour la confrérie, à l'occasion de la fête du Saint ou pour l'office funèbre de confrères. Ainsi, l'installation des confréries dans l'église des Mathurins permettait un échange de services qui ne manquait pas d'être profitable aux religieux, qui gagnaient en notoriété puisque leur église était d'autant plus fréquentée et profitaient des somptueuses décorations que les confréries pouvaient s'offrir. Outre les confréries, le contact avec les habitants du quartier, pour les Mathurins, se faisait assez fréquemment à travers leurs possessions immobilières, des maisons situées rue Saint-Jacques et alentours, qu'ils louaient à toutes sortes de bourgeois et d'artisans, entre autres des graveurs. Dans le cadre de ma thèse, l'une des problématiques était de savoir si ce lien trivial se concrétisait par des commandes ou des échanges de quelque sorte qu'ils soient avec les graveurs. La lecture attentive des actes de location révèle en effet que bien souvent une forme de fidélité s'instaurait entre les Mathurins et leurs locataires. Les Mathurins possédaient de nombreuses maisons, fermes et terres qu'ils avaient acquises, en général par don. On peut dégager 3 grands ensembles. Il y avait du vignoble au sud de Paris, des fermes dans le quartier qu'on appelait les Porcherons, et enfin des maisons au centre de Paris, celles qui nous intéressent aujourd'hui. C'est dans ce quartier qu'étaient regroupés les artisans des métiers du livre et de l'image. Grâce aux terriers conservés aux archives nationales, on peut reconstituer les possessions des Mathurins dans le quartier à 3 moments différents pour la période qui nous intéresse. Un terrier réalisé au début du XVIIe siècle, un autre de 1634 dont vous voyez l'expression schématique ici, et une déclaration datée de 1706. Donc sur ce terrier de 1634, j'ai représenté schématiquement les rues qui bornent le couvent des Mathurins, la rue Saint-Jacques, la rue des Mathurins, la rue du Foin et la rue de la Harpe. On peut voir sous forme de ces petits carrés les maisons qui appartenaient aux Mathurins, celles qui portent des lettres, je suis désolée pour les gens au fond de la salle qui ne doivent pas voir, mais celles qui portent des lettres sont des maisons qui appartenaient aux Mathurins et qui étaient louées, et celles qui portent des chiffres sont des maisons qui étaient dans leur censive. La comparaison des 3 documents que j'ai cités amène plusieurs observations intéressantes. Les 2 premiers, assez proches dans le temps, montrent la permanence des locataires, auxquels succèdent en général leurs héritiers, alors même qu'on se situe à une période où le couvent cherche à restructurer ses possessions et à en tirer meilleur profit, voire à faire construire. Ainsi,
Pour prendre un exemple, comme 3 maisons situées rue Saint-Jacques menaçaient ruine et qu'il était nécessaire de les démolir pour les reconstruire tant leur état était déplorable, les Mathurins, qui ne disposaient pas des moyens financiers pour entreprendre de tels travaux, les baillèrent en 1609 pour 400 livres tournois par an et à charge de les faire reconstruire à 2 libraires jurés de l'université, Nicolas Dufossé et Pierre Chevalier. Ce sont les maisons qui se trouvent ici le long du couvent, les 5, 6, 7. Mais 2 événements causèrent des récriminations de la part de ces 2 libraires. En effet, d'abord, un incendie dévasta l'une de ces maisons, qui portait pour enseigne l'image Saint-Claude, en décembre 1609, avant même que les locataires aient commencé à jouir de leur bail qui devait commencer en janvier. Puis, en février 1610, une ordonnance prise par le prévôt des maréchaux et des échevins de Paris ordonna l'élargissement de la rue Saint-Jacques, aux dépens notamment des 3 maisons louées par Dufossé et Chevalier. Ceux-ci demandèrent alors aux Mathurins d'annuler le bail, mais les religieux refusèrent. Un arrangement fut finalement trouvé par la baisse du prix du bail à 340 livres. Ce bail étant fait à toujours, donc sans limite de durée, les 2 libraires étaient considérés comme propriétaires des maisons concernées et pouvaient les louer ou les vendre, les droits conservés par les Mathurins s'apparentant plutôt à un cens ou une rente. Au début du XVIIIe siècle, dans la déclaration de 1706, on constate que peu de choses ont changé. Les Mathurins possèdent toujours les mêmes maisons, mais en général, celles-ci ont été divisées en un plus grand nombre de logements, sans doute pour améliorer les revenus. Ainsi, la maison de la Vieille Poste, qui se trouve ici sur la rue Saint-Jacques, ainsi nommée parce qu'elle abritait autrefois des bureaux de poste, est divisée en 8 logements habités par des particuliers. Au total, en 1634, les Mathurins avaient 16 maisons dans leur censive et possédaient 22 autres maisons et boutiques qui étaient louées à divers particuliers et dont les loyers leur rapportaient chaque année plus de 7000 livres. Quant aux locataires, ils étaient socialement diversifiés. Les Mathurins avaient tout intérêt à entretenir un bon contact avec des personnes fortunées qui pouvaient à l'occasion leur prêter de l'argent. Par exemple, le 12 octobre 1615, Louis Petit fait une reconnaissance de dette à Mathurin-Alton, chirurgien, qui est son locataire pour la maison située à l'angle de la rue du Foin, en face de l'église Saint-Yves. C'est celle-ci, la maison P. Celui-ci avait prêté au général 1200 livres pour financer des travaux de maçonnerie, charpenterie et autres effectués dans le couvent. Il ne fut remboursé que le 21 juillet 1621. Les relations que Louis Petit entretenait avec Mathurin-Alton ne s'arrêtèrent pas là, puisque le 6 mars 1635, il plaça en apprentissage chez lui un jeune homme nommé Marin-Navet, originaire de Coulommiers, comme Louis Petit. Celui-ci était certainement le fils de parents ou d'amis du général des Trinitaires. Les Mathurins logeaient aussi toutes sortes d'artisans auxquels ils avaient de préférence recours. C'est le cas de Pierre le Fils, un couvreur de maison, qui signa un bail pour la maison ayant pour enseigne le Haume. Il s'agit de la maison qui était au-dessus de la Vieille Poste sur la rue Saint-Jacques. Ce bail signé en 1628 est renouvelé en 1633, 1639, 1645. Les Mathurins avaient fait appel à ce couvreur de maison lorsqu'ils avaient fait construire un nouveau bâtiment dans le couvent en 1627. Et par la suite, ils continuèrent à l'employer pour tous les travaux de couverture sur leur chantier de réparation ou de construction. Ce tissu de relations nouées dans le quartier était aussi un moyen de recruter des novices pour le couvent. En effet, les religieux du couvent des Mathurins étaient généralement issus d'un milieu modeste. Le père Mathieu de Launay, ministre du couvent parisien de 1685 à 1696, était le fils d'un relieur de la rue Saint-Jacques. Parmi les professions de religieux que nous avons pu retrouver dans le minutier central des notaires parisiens, une seulement met en cause le fils d'un officier. En 1624, tous les autres novices admis au couvent pendant la première moitié du XVIIe siècle sont issus de familles d'artisans ou de commerçants. Parmi eux, l'exemple de la famille Barbotte est particulièrement intéressant. Richard Barbotte, le sacristain des Mathurins, a fait sa profession en 1619. C'était le fils de Girard Barbotte, un maçon, que l'on trouve en contact avec les Mathurins 2 ans plus tôt, en 1617. Il effectue alors pour eux la visite de la maison du Haume dont il faut reconstruire un mur.
En 1620, les époux Barbotte, donc les parents du sacristain, lèguent tous leurs biens au couvent, moitié pour leurs hobbies et le reste pour leurs fils. En 1629, la veuve donne au couvent 1600 livres de la succession de son mari et délaisse la jouissance de sa maison, qui se situait rue du Mûrier, en échange d'une chambre dans une des maisons appartenant au couvent. Les deux autres professions retrouvées de novices sont celles de deux habitants du quartier. En 1635, Jean Petitpas, fils du libraire du même nom qui habitait dans une des maisons de la Censive des Mathurins. Puis en 1640, Martin le fils de Pierre le fils, le couvreur de maison dont je parlais tout à l'heure. Cela donne un bon aperçu des relations excellentes et suivies que les Mathurins pouvaient entretenir avec leurs locataires. Le Terrier cite d'autres exemples d'arrangements intéressants. Le sieur Bertrand, maître chirurgien, qui habite en 1606 une maison au coin de la rue du Foin, paye un loyer, je cite, de 700 livres tournois, sur laquelle somme il retient pour ses rasures, pansements, saignées qu'il fait pendant l'année en cette maison, ainsi qu'il est porté sur le dit bail, la somme de 100 livres tournois. Ainsi, il ne paye que 600 livres. François Morel, le boucher locataire de 2 étaux à boucher appartenant aux Mathurins et du logement au-dessus, voit inscrire dans son bail les tarifs préférentiels qu'il promet au couvent pour la livraison de toutes sortes de viandes. La pratique de faire payer une partie du loyer en nature n'était pas inhabituelle et pouvait parfois prendre un aspect assez cocasse. Ainsi, en 1682, le général Eustache-Tessier bailla à des pêcheurs la pêche dans la Seine sur un emplacement qui lui appartenait, moyennant chaque année, je cite, 8 plats de poissons, valant chacun 35 sols, mener pêcher le supérieur et ses amis 6 fois l'an, en leur fournissant engins, filets, bateaux, et pour le cas où ils ne prendraient pas de poissons, leur en donner un plat honnête. La question est maintenant de savoir si de telles relations apparaissent entre les Mathurins et ceux de leurs graveurs et ceux de leurs locataires qui étaient graveurs ou éditeurs d'estampes. En effet, vers le début du XVIIe siècle, au moment où la gravure en taille douce commençait à prendre le pas sur la xylographie, les graveurs tendirent à s'installer rue Saint-Jacques, quittant le quartier Montorgueil où ils étaient précédemment établis. Les Mathurins, compte tenu des nombreuses maisons qu'ils possédaient dans le quartier, étaient susceptibles de répondre en partie à cette importante demande de logement de la part d'une profession en plein essor. Mais ce n'est qu'à partir des années 1640 que l'on trouve des graveurs logés par les Mathurins. Tout au long du XVIIe siècle, quelques enseignes seulement parmi celles que possédaient les Mathurins furent habitées par des artistes qui se les transmettaient. La Belle Croix, la Trinité, la Vieille Poste. Le premier graveur à prendre un bail pour une maison appartenant aux Mathurins fut Balthazar Moncornet, graveur en taille douce et éditeur d'estampes spécialisé dans le portrait, qui signa un bail pour la Belle Croix en 1645. Ce bail ne contenait aucune clause particulière. On trouve ensuite parmi les locataires graveurs des Mathurins Guillaume Vallée, Étienne Picard, Jean-François et Pierre Giffard, Guillaume Montbard, Van der Bruggen, Antoine Richer et sa femme Marie Pen, Étienne Desrochers, etc. Nous voyons donc que parmi les locataires des Mathurins, les graveurs tinrent une place non négligeable, mais surtout dans les dernières années du XVIIe siècle. Cette tendance se confirme au XVIIIe siècle. S'ils restèrent moins nombreux que les libraires et imprimeurs, les graveurs furent une des principales professions représentées parmi les locataires des Mathurins. Pourtant, rares furent ceux qui, parmi eux, travaillèrent pour leurs propriétaires. L'œuvre de graveurs tels que Montbard ou Richer n'est pas suffisamment connue pour que l'on puisse certifier qu'ils n'ont jamais gravé pour les Mathurins. Parmi les travaux de Picard, de Vallée, de Van der Bruggen, aucun n'avait à notre connaissance de rapport avec les Mathurins. On peut néanmoins trouver dans l'œuvre d'autres artistes quelques pièces qui soulèvent d'intéressantes questions. Tout d'abord, Balthazar Moncornet édita 2 portraits de généraux de l'ordre trinitaire résidant aux Mathurins, ceux de Louis Petit et de son successeur Pierre Mercier, ces 2 portraits étant tous 2 dédicacés. Voilà le portrait de Louis Petit dédicacé par Balthazar Moncornet. Moncornet était spécialisé dans le portrait et il dédicaçait fréquemment ses œuvres à ses commanditaires. Mais on peut noter que cette gravure a sans doute été réalisée vers 1645-1646, c'est-à-dire très peu de temps après que l'éditeur a commencé à occuper son logis à la Belle Croix.
Les Mathurins durent également commander une pièce à leur locataire Pierre Giffard. Il s'agit d'une scène de rachat de captifs par des trinitaires auprès du roi de Maroc, qui est utilisée comme frontispice dans un ouvrage du père Busnot et dans un autre ouvrage relatant des rachats de captifs, publié en 1736. Enfin, Étienne Desrochers republia plusieurs estampes qui avaient été gravées pour les Mathurins auparavant. Un portrait de François Petit, donc le prédécesseur de Louis Petit, gravé par Léonard Gautier, un portrait de Louis Petit par Michel Lannes et un portrait de Pierre Mercier par Filian, qui avait d'abord été édité par Montcornet. Peut-être que les plaques de cuivre, gravées par ces graveurs du début du XVIIe siècle, étaient restées en possession des Mathurins jusqu'au début du XVIIIe et qu'ils ont demandé à cet éditeur de les republier. Ces quelques exemples montrent finalement que le recours des Mathurins aux graveurs qu'ils logeaient n'était qu'occasionnel. Il fallait que l'art du graveur et sa notoriété correspondent aux goûts et aux exigences des religieux. Il n'en reste pas moins que quasiment tous les graveurs qui travaillèrent au XVIIe siècle pour les Mathurins habitaient la rue Saint-Jacques. Sans être les locataires des Mathurins, ils étaient leurs voisins, et cette proximité entrait forcément en ligne de compte dans le choix des artistes. En réalité, ce qui semble avoir déterminé ce choix des artistes par les Mathurins et en particulier par Louis Petit, c'est avant tout une certaine unité de style. Il est frappant de constater que toutes les œuvres produites pour les Mathurins au cours de son ministériat avaient le point commun d'appartenir à une même influence, celle des artistes flamands, qui connaissaient alors un grand succès dans leur pays et en particulier dans la ville d'Anvers. D'autre part, les artistes flamands étaient nombreux à Paris, autour de grandes figures comme Philippe de Champaigne, et ils répandaient leur influence dans les milieux artistiques français, en concurrence avec les Italiens qui proposaient une sensibilité fort différente. Les Mathurins restèrent toujours fidèles à l'influence du nord de l'Europe, ce qui n'est certainement pas sans rapport avec la grande diffusion depuis Anvers de certaines œuvres capitales dans le monde du livre catholique illustré. Ils furent également sensibles au succès de la peinture de Rubens qui faisait loi en matière de peinture mais aussi de gravure. La préférence de Louis Petit pour des artistes comme Théodore Van Toulden, aussi bien graveur que peintre, mais aussi Léonard Gautier, Balthazar Montcornet, Michel Lannes et d'autres, débouche sur une production d'estampes relativement homogène, du moins pour celles qui furent commandées par les Mathurins. Les estampes en rapport avec l'ordre des Trinitaires, dont les commanditaires ne furent pas les religieux de l'ordre, sont peu nombreuses, mais elles méritent d'être signalées car elles sont les seuls témoignages d'un regard extérieur porté sur l'ordre. Elles montrent bien comment l'iconographie de l'ordre se fixe et se fige au cours du XVIIe siècle, autour des représentations promues par les généraux parisiens. Et cette iconographie se répand dans la France et dans l'Europe entière par l'intermédiaire des estampes qui sont nées au couvent des Mathurins. En effet, les estampes produites autour du couvent des Mathurins n'avaient pas pour seul objectif de séduire le public. Elles devaient aussi circuler au sein de l'ordre pour créer une uniformité stylistique, iconographique, conformément au désir de Louis Petit. Celui-ci souhaitait que le couvent des Mathurins soit à la tête du développement des arts dans l'ordre. Et il y parvint, même si la réponse des autres provinces ne fut pas inexistante. Au cœur de son dispositif pictural, on trouve les œuvres de Théodore Van Toulden, les peintures qu'il réalisa pour les stalles de l'église et grava lui-même aux fins exprimées de les diffuser le plus possible pour qu'elles servent de modèle dans l'ordre. L'influence de ces œuvres est sensible au XVIIe siècle et au-delà, en France et à l'étranger. Le graveur lorrain Sébastien Leclerc, au tout début de sa carrière, travaillait aussi pour les Trinitaires, ceux de Metz, sa ville natale. Né en 1637, il avait à peine 17 ans lorsqu'il grava ses premières pièces, vers 1654. C'est vers cette date qu'il aurait réalisé une première série de 11 estampes pour les Trinitaires. Celle-ci représentait plusieurs scènes de la vie de Saint Jean de Matha. Il grava une seconde suite peu après. Dès cette époque, le style de Sébastien Leclerc, que vous pouvez voir sur l'estampe qui est à droite, celle de gauche étant celle de Van Toulden, son style était imprégné de la culture lorraine avec des silhouettes allongées, un goût pour le détail, dans des scènes où il multiplie des personnages rappelant l'art de Bélange et de Callot, ce qui donne une originalité certaine à ses gravures.
Pourtant, il n'est pas difficile de faire le lien entre le jeune artiste lorrain et les influences de Léonard Gautier et de Van Toulden. Donc on peut voir dans cette scène qui est une scène de retour, de procession de retour des captifs rachetés, qu'il a vraiment quasiment copié la composition de l'estampe de Van Toulden. Donc, quelques années plus tard, les estampes de Van Toulden et donc cette suite sur la fondation de l'ordre ont définitivement pris le relais des estampes plus anciennes de Léonard Gautier comme modèle de l'iconographie de l'ordre. Et cela ne se limite pas à la gravure. En effet, 2 actes retrouvés dans les archives départementales des Bouches-du-Rhône qu'on m'a communiqué mentionnent la commande en 1669 d'une tapisserie de 17 pièces basée sur la suite de Van Toulden. La suite est désignée de la manière suivante: conformément au dessin qui a été remis, étant une estampe publique de l'histoire du dit ordre, ayant supprimé des 24 pièces dont toute l'histoire est composée, les numéros 4, 5, 6, 18, 20, 23 et 24. La mention des 24 pièces nous atteste qu'il s'agit bien, selon toute probabilité, de la suite de Van Toulden. Quant aux pièces supprimées, ce sont à la fois des scènes de moindre importance, comme la scène de transition entre le rachat des captifs et la procession à la maison mère de l'ordre, et des scènes qui insistaient sur l'histoire parisienne du saint, sans doute à la demande de Louis Petit. À l'étranger, un des exemples les plus significatifs de réutilisation de l'iconographie trinitaire issue du couvent des Mathurins est la réalisation par le peintre Vicente Carduccio de toiles pour le couvent trinitaire de Madrid, dès 1634, soit à peine un an après la publication du recueil de gravures parisien. La proximité des dates suppose une diffusion très rapide. Vous avez ici à gauche toujours l'estampe de Van Toulden et à droite le tableau à Madrid de Vicente Carduccio. Donc le programme iconographique des 2 artistes est quasiment le même. On peut voir dans cet exemple que Carduccio a repris des détails comme ce personnage agenouillé qu'on va retrouver ici, même si Carduccio n'hésite pas à charger la même toile de plusieurs scènes. Il faut aussi noter que certaines scènes proprement françaises de la vie de Jean de Matha ont été retenues par Van Toulden et non par Carduccio, alors que le peintre madrilène introduit des passages concernant les miracles du saint qu'on ne trouvait pas chez son prédécesseur. Les estampes de Van Toulden avaient manifestement pour objectif la diffusion dans l'ordre d'un modèle parisien, voulu par Louis Petit, et le succès en fut réel comme nous venons de le voir. Pour récapituler, en 1634, les Trinitaires des Chaussées de Madrid firent réaliser pour leur église une série de 11 toiles par Vicente Carduccio. On a également un graveur français, Jean de Courbe, alors installé à Madrid, qui s'appuie sur des sources antérieures telles que les estampes de Léonard Gautier et de Van Toulden pour réaliser une nouvelle estampe destinée à être insérée dans un ouvrage paru en 1637. Et enfin, le graveur Sébastien Leclerc avec ses œuvres de jeunesse vers 1654. Il s'est révélé dans mes recherches très intéressant de considérer les scènes qui ont été choisies et la façon dont elles ont été représentées, en comparant les diverses œuvres. Elles montrent une interprétation variable de l'histoire des Trinitaires et également prouvent que l'inspiration iconographique laisse la part belle à des modifications lorsque celles-ci se font à des fins spirituelles ou politiques. Pour prendre 2 exemples, observons le début et la fin de la vie du fondateur, Jean de Matha. L'enfance et la jeunesse de Saint Jean de Matha ont été les plus délaissées, car, outre le fait qu'elles sont mal, pour ne pas dire pas du tout connues, elles ne font pas partie de la fondation de l'ordre proprement dite. Ainsi, pour le graveur Léonard Gautier et pour Sébastien Leclerc, l'institution de l'ordre ne commence qu'à la rencontre de Jean de Matha et de Félix de Valois dans le désert de Meaux, ce qui les conduit à négliger de manière surprenante le passage de Jean de Matha à Paris et sa première messe où apparaît pour la première fois l'ange au captif, révélation essentielle de l'ordre. Mais pour Théodore Van Toulden, comme pour ses successeurs à Madrid, la fondation de l'ordre est centrée autour du personnage de Jean de Matha, et donc les scènes de son enfance, quoique toutes symboliques, ne sont pas écartées.
La fin de la vie des deux saints fondateurs étant également fort mal connue, les commanditaires se sont laissés toute liberté d'achever les différentes séries comme bon leur semblait. Tandis que Van Toulden met l'accent sur des scènes se passant en France, comme la rencontre avec Philippe Auguste ou la propagation de l'ordre, les artistes espagnols, Carducho et Jean de Courbe, insistent plus volontiers sur le rachat des captifs. Quant à Léonard Gautier et Sébastien Leclerc, ils concluent simplement sur 4 scènes n'appartenant pas vraiment à la vie de Jean de Matha, mais correspondant à une rédemption de captifs. Le général envoie des religieux en Barbarie, ceux-ci effectuent leur rachat, reviennent en terre chrétienne et rentrent en procession à l'église mère. Ces 2 artistes, en revanche, n'évoquent pas la mort du saint comme le font Van Toulden, Carducho et Jean de Courbe. Sur ces 2 images, je voulais vous montrer ici une représentation qui date de tout début du XVIIe siècle par Léonard Gautier et une autre qui date des années 1637 faite par Jean de Courbe à Madrid. On voit que l'artiste madrilène a repris la composition de l'estampe de Léonard Gautier, de son prédécesseur parisien. Il a également copié des scènes comme ces 2 personnages, Jean de Matha et Félix de Valois, qui s'embrassent et qu'on retrouve ici. Par contre, il a introduit des scènes particulières propres à l'iconographie espagnole du saint, telles que ses apparitions à sa mère, à la mère de Jean de Matha alors qu'elle était enceinte, et cette autre apparition de Saint-Pierre, si je me souviens bien. C'est ainsi qu'en fait, on peut constater que l'observation des thèmes trinitaires et de leur reprise et de leur transformation, notamment par les artistes espagnols, cela m'a conduit, à l'issue de ma thèse d'école des Chartes, à m'interroger sur l'influence que les artistes, graveurs et éditeurs d'estampes parisiens avaient pu avoir sur l'estampe religieuse espagnole, notamment au travers d'initiatives comme celle de Louis Petit. C'est la raison pour laquelle j'ai entrepris depuis plusieurs années une thèse de doctorat sur le thème de l'exportation des estampes religieuses parisiennes vers l'Espagne du milieu du XVIe à la fin du XVIIIe siècle. Mes travaux sur les Mathurins de Paris, comme mes recherches ultérieures, m'ont conduite à ne pas dissocier les estampes gravées pour le livre, pour être diffusées telles quelles, comme celles de Van Toulden, et celles qui sont gravées pour le livre. Et d'une façon générale, il ne faut pas dissocier la façon dont l'iconographie issue des estampes se répand dans la peinture, la sculpture et d'autres types d'art graphique. On a vu l'exemple de la tapisserie tout à l'heure. En Espagne, de nombreux frontispices d'établissements religieux construits à partir du XVIIe siècle ressemblent étonnamment à des estampes agrandies et en relief. Comme ici, on peut voir le fronton de l'église des religieuses trinitaires cloîtrées de Madrid, où on retrouve ici la Trinité représentée exactement de la même manière que dans les estampes. En partant de l'exemple du travail effectué par Carducho pour les Trinitaires de Madrid, j'ai entrepris de me pencher de plus près sur les couvents espagnols et sur la place de l'estampe parisienne dans leur collection. L'entreprise de Louis Petit, qui parvint à renouveler totalement l'iconographie de son ordre dans toute l'Europe en s'appuyant essentiellement sur une suite de 24 planches gravées par Van Toulden, est à rapprocher d'autres initiatives visant à promouvoir l'image de saints nouveaux ou récemment canonisés au moment de la contre-réforme. On peut dire cependant que le recours systématique de Louis Petit aux images est un exemple original de mise en œuvre d'une politique active de visibilité d'un ordre religieux dans sa ville, dans son pays et dans son organisation internationale. Le succès de Louis Petit dans cette entreprise montre le pouvoir des images et en particulier de l'estampe qui, grâce à ses capacités de reproduction et de diffusion, constituait l'arme idéale de propagation d'un message marquant, que celui-ci soit de nature religieuse, politique ou sociale. En tous les cas, ce travail a révélé à quel point l'entreprise volontariste de Louis Petit est exceptionnelle de par la volonté du commanditaire de provoquer des bouleversements iconographiques. En effet, la plupart du temps, les estampes que l'on trouve dans les collections religieuses espagnoles sont du genre le plus commun de ce qu'on peut appeler l'imagerie parisienne de la rue Saint-Jacques. À l'époque même où Louis Petit faisait graver ses premières estampes, il existait à Paris des éditeurs d'estampes qui commençaient à se spécialiser de plus en plus dans le commerce d'exportation, en particulier vers l'Espagne. Spécialisation destinée à un bel avenir, puisque les relations qu'ils mirent en place à cette époque perdurèrent et s'amplifièrent au courant du siècle pour générer un trafic de plus en plus raisonné et de plus en plus systématique d'images de Paris vers l'Espagne.
Alors qu'avec les Trinitaires, nous disposons de la vue du commanditaire, qui révèle l'intention placée dès l'origine dans ces estampes, mes recherches ultérieures montrent aussi le rôle important joué par les relations et les modèles économiques dans l'influence de l'iconographie religieuse autour d'un thème, et ce, pas uniquement de Paris vers l'Espagne, mais aussi en retour de Madrid vers les couvents français et européens. Me tournant à nouveau vers l'histoire de Paris et plus précisément de cette portion de la rue Saint-Jacques où se concentraient les graveurs et éditeurs d'estampes, je me suis donc intéressée dans la suite du travail que je viens de présenter aux réseaux sociaux de graveurs et d'éditeurs, à leur relation avec l'Espagne et à l'influence que la production parisienne a pu avoir de l'autre côté des Pyrénées sur les modèles iconographiques les plus courants, sur les styles et les modes de production et sur les usages de l'estampe française par un public espagnol qui n'y était pas toujours préparé. Mais il s'agit d'une autre histoire et j'aurai peut-être une autre occasion de vous en reparler.